C'est pour vous préparer à vos carrières de streamer, je ne sais pas comment on dit, mais… C'est le bon terme. Et comment ça s'appelle quand on bascule, quand on met en même temps sur Facebook Live, là, cross machin truc là? Ouais, cross-post. Cross-post. Je note ça, c'est intéressant, ça, cross-post. On a été là et ouais, franchement, ça fonctionne bien, quoi. En fait, ça te redonne, par exemple, sur la page des Inrocks, ils sont à 800 000 abonnés. Donc, le fait que les Inrocks cross-post, ils permettent à 800 000 personnes. Tu vois, nous, on n'a que 18 000 personnes sur notre page. Et donc, le fait d'être cross-posté sur les Inrocks, tu as potentiellement une audience de 800 000 personnes en plus, quoi, que nous, notre page à 18 000. Et vous gagnez plein d'abonnés, du coup. Et bien là, on en a gagné, ouais. Ouais, ça fait quand même un fâcheux contre-jour, Reznik, je sais pas ton… Ah oui, alors… Si tu ne peux pas tourner ton écran, ouais, ou baisser la lumière, c'est dommage, on te voit mal. Est-ce que c'est mieux comme ça? Un peu mieux, j'ai l'impression. Oui, c'est mieux. Et surtout quand tu es proche de l'écran, c'est mieux. Là, c'est bien mieux, ouais. Sinon, ça faisait comme un flash en travers, c'est dommage. D'accord, génial. Merci. Ok, vous êtes prêts à lancer? Ouais. Eh bien, c'est part. Alors. Bonsoir à tout le monde. Alors, c'est parti pour l'avant-dernière soirée des États généraux du droit à la fête. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Un petit mot avant sur les États généraux. Les États généraux du droit à la fête, c'est quoi? C'est un cadre d'échange hors norme que nous avons imaginé avec le collectif Culture Barbare pour imaginer l'après-pandémie. Et donc, depuis lundi jusqu'à ce dimanche, une cinquantaine de live streams ont eu lieu encore samedi et dimanche, donc des webinaires qui réunissent des acteurs culturels, des acteurs de la nuit, des pouvoirs publics et des chercheurs. Je me permettais juste un petit chiffre parce que c'est aussi la dernière soirée pour le collectif Culture Barbare en tant qu'organisateur de webinaires. Et donc, depuis lundi, nous avons plus de 110 000 personnes qui ont suivi nos échanges. On tenait à vous le préciser parce que, au-delà que nous en sommes très heureux, ça témoigne deux choses. Déjà, un intérêt vif pour l'avenir de la fête, l'avenir de nos fêtes, et également une réelle envie de participer. On voit bien que la crise est aussi un coup d'accélérateur, donne un coup d'accélérateur à l'engagement dans cette période inédite, surtout pour porter et des pistes de réflexion et de préconisation pour aider nos gouvernants. Alors, ces États généraux, ils vont déboucher sur un livre blanc qui viendra poser des préconisations en termes de vision pour notre société dans ce contexte pandémique, mais aussi des solutions, des idées à destination des pouvoirs. Il sera remis au président de l'Assemblée nationale au mois de décembre et à de nombreux maires de France, de petites, moyennes et grandes villes, et à leur représentation fédérative que sont France Urbaine, l'Association des maires de France, et peut-être que ça sera confirmé par un de nos intervenants ce soir, mais à l'Association des maires ruraux de France. Alors ce soir, nous avons souhaité poser une question qui, pour le coup, je pense, nous turlupine depuis de nombreuses semaines, depuis de nombreux mois, et encore plus depuis quelques jours avec les dernières annonces du président Emmanuel Macron. La Covid sera-t-elle la fossoyeuse des droits culturels? Alors, à cette question, nous avons choisi de faire témoigner plusieurs personnes donc, qui sont sur votre écran. Christophe Moreau, qui est docteur en sociologie et qui est issu de l'université de Rennes 2. François Moreau, qui est journaliste musique au magazine Les Inrocks. Les Inrocks qui sont aussi partenaires de notre événement, que nous remercions. Et donc, vous pouvez également suivre ce webinaire en direct sur la page des Inrocks. Alexis de Rossignol, qui est artiste de stand-up, humoriste, et que vous pouvez aussi écouter parfois sur une grande radio nationale. Terence 31, musicien, producteur et défendre, on y reviendra tout à l'heure. Et notre dernier invité,
Florian Salazar-Martin, qui est adjoint au maire de Martigues et vice-président de la Fédération nationale des collectivités pour la culture. Alors, pourquoi cette question, la Covid, sera-t-elle la fossoyeuse des droits culturels? Tout d'abord, je me permettais peut-être une petite incise sur ce concept de droit culturel, notamment pour faire honneur à la personne qui a pensé cette question. Alors, l'expression des droits culturels, en fait, elle n'est pas si récente que ça parce qu'elle figurait déjà à l'article de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, mais à l'époque, ces droits demeuraient non définis. Et le temps passant, avec notamment une action assez soutenue de théoriciens, de militants des droits de la personne, ça a conduit en tout cas l'UNESCO d'abord en 2001 à rendre une première déclaration universelle sur la diversité culturelle, puis après ça s'est traduit en 2007 dans la déclaration de Fribourg qui est venue un peu porter un appel sur cette considération de la culture comme dimension essentielle de toute vie humaine et qui souhaite promouvoir la protection de la diversité et des droits culturels au sein de notre système des droits de l'homme. Alors pourquoi cette question de on a insisté sur ce mot parce que c'est aussi un sentiment que nous pouvons partager avec beaucoup d'acteurs de la culture, d'acteurs de la fête, d'acteurs de l'événementiel. Et donc, nous sommes nombreux, la population, les artistes, les organisateurs de spectacles, d'événements culturels, à avoir finalement un sentiment depuis plusieurs mois qui s'accentue que nos libertés sont désormais entravées et nos droits sont bafoués. Moi, j'ai le sentiment, et qui est partagé par l'ensemble du collectif Culture Barbare, que finalement, là, depuis quelques années, la réglementation et des discours un peu ultra-sanitaires, sécuritaires, ont pris le pas sur toutes nos vies, dans notre pays des libertés, et nous avons le sentiment qu'on nous a retiré, en tout cas, toute une partie de nos espaces d'émancipation et d'émerveillement. Qu'en est-il de la situation, comme il est désormais de coutume de dire à date de nos libertés, de nos droits culturels? Comment pouvons-nous nous projeter dans ce monde de restrictions, pouvoir continuer à s'émanciper collectivement et notamment par la culture? Comment aussi bien la population que les artistes, que les organisateurs de spectacles vivent ce moment et imaginent leur futur? C'est ce à quoi nous essaierons de répondre pendant ce webinaire avec l'ensemble de nos invités. Et donc, très vite, je lance ces invités. Donc, pour commencer et poser, j'ai envie de dire, un cadre, un socle, nous souhaitions donc donner la parole à Christophe Moreau, donc voilà, docteur en sociologie, qui a beaucoup travaillé sur ces questions. Donc, je me tourne vers toi, Christophe, pour te poser cette question un petit peu pour lancer cette discussion. Quelle est ton analyse aujourd'hui sur ce que peut engendrer la Covid sur nos vies culturelles et sur nos vies festives? Merci Chloé, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bon, tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu depuis très longtemps des travaux, non seulement sur les droits culturels, mais je vais zoomer un petit peu sur la question des pratiques festives. Donc, depuis la naissance de l'anthropologie et de la sociologie, on s'intéresse à ces moments festifs qui constituent le ciment des groupes humains. Et je voudrais dire en introduction que dès les années 2000, on avait déjà repéré des tensions importantes, notamment sur les espaces publics, à l'occasion de regroupements, notamment de jeunes sur les espaces publics. Et je vous rappelle que nous, on avait fait en 2005 un livre vert, ce n'était pas un livre blanc, et on avait écrit des cahiers de doléances pour la gestion publique de la fête, notamment sur la place de Rennes, où on avait été interpellé par des artistes, des professionnels de la nuit, mais aussi des élus locaux et des chercheurs. Et c'est vrai que cette question de la fête, voire des pratiques culturelles, apparaît parfois dans l'histoire un petit peu secondaire par rapport à d'autres enjeux, notamment de sécurité publique ou actuellement de santé publique. Alors, juste un petit mot, on m'a dit de faire court. Bon, la première idée, d'abord, c'est que les pratiques culturelles, et plus précisément les pratiques festives, sont un facteur très important de cohésion de notre société. Ça permet de souder le groupe. Il y a des enjeux en milieu urbain, il y a aussi beaucoup d'enjeux en milieu rural, puisqu'on peut à un moment donné manquer d'occasions ou d'espace pour se regrouper et célébrer des occasions. Il faut dire aussi que dans toute leur diversité, les pratiques festives contribuent en général à la construction biographique des personnes.
C'est-à-dire que je me construis personnellement par des moments forts, tel spectacle, quel festival, une fête de mariage, une fête d'anniversaire. Tout ça, c'est des moments où on ritualise les passages. C'est un enjeu vraiment très important pour la construction de l'histoire de chacun, et notamment pendant la période de la jeunesse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est vraisemblable qu'il y a de la souffrance psychique liée à l'impossibilité de se regrouper, notamment pour les jeunes, parce que c'est quand même un enjeu majeur d'aller à la rencontre de l'autre, de construire des expériences de vie, et puis aussi d'aller vers la rencontre amoureuse. Hein. Et un des sujets aussi, c'est la diversité des pratiques amoureuses, la diversité des pratiques culturelles, la diversité des identités. Le risque, ce serait, dans le pire des cas, d'interdire tout rassemblement culturel, ou bien de canaliser, de normer et d'accepter certains types et certaines esthétiques et d'en interdire d'autres. Et aujourd'hui, c'est vrai que par exemple autour de l'électro, qui est un phénomène émergent depuis maintenant 30 ans, on a toujours des difficultés. Hier, il y avait un débat avec les clubs culture. C'est vrai que ça fait partie des esthétiques qui sont en difficulté pour être soutenues, pour poursuivre leurs activités. Et pour certaines personnes, c'est un lieu de construction identitaire qui vient à manquer. Alors, sur la période Covid, ce qu'on peut observer, on a déjà quelques enquêtes sur ce que ça produit dans la population. Il y a des enquêtes notamment de Santé publique France qui montrent quand même une augmentation des troubles psychosociaux, troubles du sommeil, anxiété, dépressivité, et notamment chez les jeunes générations. Donc, chez les 18-25, on est sur des chiffres autour de 25 à 30% quand même de troubles d'anxiété, troubles de dépressivité chez les jeunes. Donc, je pense qu'ils sont en première ligne frappés par ces sujets-là. On a une vie un petit peu suspendue, mais aussi une forme de stigmatisation de la jeunesse. On a entendu pendant une partie de l'été, puis tout le mois de septembre, la notion de relâchement et puis une forme de stigmatisation des jeunes générations qui donc sont un petit peu mis en avant sur ces questions-là, alors qu'ils payent un tribut déjà très fort en termes socio-économiques, en termes de stages, de formation. Donc, ils ont un petit peu la double peine, ces jeunes, galérer au niveau social et en plus être stigmatisés en termes d'image et de possibilité de rencontrer les autres à un moment important de leur vie. Sont stigmatisés également les professionnels de la nuit, parce que c'est tout un champ important de notre économie. La question des bars, des lieux culturels, de l'économie de la culture, tous les intermittents. Donc, il y a sans doute un fort sentiment d'injustice dans ces populations. Mais plus largement, tous les métiers de la relation sont mis en difficulté actuellement. Organiser une colonie de vacances, organiser des rencontres avec des personnes âgées dépendantes, organiser des échanges internationaux. Tout ça aujourd'hui, ce type de relations humaines sont mises en question. Et donc, c'est le cas des pratiques culturelles, mais ce n'est pas un cas unique. C'est-à-dire que tous les métiers de la relation, jugés non essentiels, sont donc mis un petit peu à l'écart actuellement. Donc, sans doute un fort sentiment d'injustice. Et vraisemblablement, on va observer, en tout cas, on observe déjà des comportements de désobéissance civile, puisque c'est un tel enjeu anthropologique pour les personnes d'aller à la rencontre des autres, de partager des émotions. La fête, la culture, c'est aussi une émotion souvent de joie, une émotion assez expansive qui a besoin du contact avec les autres, qui a besoin du groupe pour se déployer. Et il est vraisemblable, on a déjà observé des rassemblements, on va dire, interdits. On l'avait déjà pendant le premier confinement. Il est vraisemblable que ces pratiques de regroupement donc interdits, clandestins, se déploient avec toutes les questions que ça peut poser en termes de santé publique, mais aussi en termes de relations avec les forces de l'ordre, voire peut-être de violences policières. Alors, juste un petit mot sur les droits des citoyens. Donc, on a des droits fondamentaux qui sont le droit de circuler et de se regrouper. Un des sujets qu'on avait pas mal travaillé dans les années 2000 avec nos premiers états généraux de la fête, c'était la question centrale de la dimension publique de la fête. Est-ce qu'on renvoie les pratiques festives, la célébration du groupe, les rencontres culturelles à l'espace privé? Ça regarde chacun dans son appart de faire la fête, de rencontrer les autres et tout ça. Ou est-ce qu'on en fait un enjeu de société, de démocratie, de politique publique? Il est évident que depuis l'Antiquité, l'organisation de fêtes, de célébrations, de fêtes populaires, c'est un enjeu démocratique, de politique publique. Et le risque, c'est à un moment donné de renvoyer ça simplement
dans la sphère privée, en tout cas de ne pas en parler, de ne pas du tout le mentionner dans les préoccupations actuelles. Donc ce droit de se regrouper, ce droit de circuler, et cette question de faire de la pratique festive un enjeu de politique publique, c'est une question. On a beaucoup de questions évidemment autour du droit d'entreprendre, la possibilité de commercer, d'échanger, de faire entreprise sont également menacées actuellement. Bon, globalement, sur tout ce qui est expression culturelle, et je pense aussi que dans les questions culturelles, dans les droits culturels, il y a la notion de création qui est importante. Donc, tout ce qui est déjà institué, organisé, qui est remis en question, mais se pose aussi la question de l'émergence, des nouvelles pratiques, de la création, de la nouveauté, et dans quel cadre on va pouvoir demain soutenir ces pratiques émergentes, ces nouvelles esthétiques, ces créations. Moi, je m'interroge beaucoup sur la question du droit à la santé. Vous savez que l'Organisation mondiale de la santé définit la santé d'une façon globale, c'est-à-dire il y a une santé bactériologique, si on veut, somatique, ne pas avoir de virus, mais la santé, c'est aussi la santé psychologique et la santé sociale. Et on connaît tous ces éléments-là, on connaît l'importance du regroupement humain, on connaît l'importance du partage des émotions, on sait déjà qu'on a des montées en charge des troubles psychiques, on sait aussi qu'on a des ruptures de soins en addictologie, en psychiatrie. Donc, en matière de santé, on nous vend aujourd'hui, ou on nous impose une compréhension de la santé qui est simplement virologique, et on oublie toutes les autres dimensions qui sont essentielles au bien-être des citoyens et au bien-être de l'humanité. Donc on a aussi ce droit à la santé qui, à mon avis, est un petit peu bafoué à l'occasion de ce qu'on vit aujourd'hui. Et pour terminer, bon, je crois qu'en tant que citoyen, on a droit aussi à identifier, comprendre le projet de société qui est confié par délégation à nos gouvernants. Et la question que je me pose, c'est savoir si ce moment qu'on vit, ce moment un petit peu de choc, là, où on a beaucoup de libertés fondamentales qui disparaissent, est-ce que c'est temporaire ou est-ce qu'il y a des choses qui sont en train de s'installer dans la durée? Donc c'est quand même la question de le droit à avoir un projet de société qui nous permette justement de faire vivre nos droits fondamentaux. Est-ce que là, on les met entre parenthèses, temporairement, ou est-ce que durablement, on est en train de voir défaillir tout un pan de nos libertés fondamentales? Et là-dessus, je trouve qu'on est beaucoup dans le réactionnel et dans le court-termisme. Et moi, j'aurais besoin d'avoir, sur le plan politique, en tout cas, des ouvertures, des expressions sur quel projet de société est défendu actuellement. Est-ce qu'il avance masqué, caché, ce projet de productivisme et de surveillance de masse? Ou est-ce qu'il n'y a pas de projet? Ou est-ce qu'on peut aller à l'occasion de cette crise vers une décroissance et plus de convivialité? La question du convivialisme, c'est un concept qui se développe en sociologie. Donc en gros, vers où va-t-on? C'est un droit de mieux comprendre ce qu'on nous propose au niveau gouvernemental. Je vous passe la parole, j'étais un petit peu long, je réagirai par la suite sur les perspectives et ce qu'on peut essayer de négocier ou de discuter. Merci Christophe. Alors, pour faire un peu peut-être écho à tes propos, en tout cas, ou en donner une résonance et une traduction sur comment notamment la jeunesse et la jeunesse qui crée vit cette période, nous souhaitions donner la parole à donc Terence 31 Reznik pour les spectateurs. Donc Terence, tu es musicien, tu diriges également un label et puis tu vis, alors je le dis comme ça, mais tu peux bien sûr changer de vie, en tout cas parallèle, de vie culturelle, festive, voilà, une vie officielle et une vie un petit peu plus officieuse. Et là, ça fait écho à ce que vient de souligner Christophe, notamment sur voilà, où est-ce que donc et la fête et nos droits culturels sont renvoyés aujourd'hui pour exister, en l'occurrence à la sphère privée et très fréquemment aussi dans l'underground. Voilà comment ces pratiques de fête continuent et comment ton histoire et ton vécu et comment tu vis cette période en tant que musicien et passionné. Oui, bien sûr. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Merci pour l'invitation déjà.
Du coup, oui, pour témoigner de ça, je vais peut-être revenir, rapidement sur mon parcours. Heu, donc j'ai fait un master de Sciences Po, ensuite, un stage professionnel, de 6 mois en SMAC, qui m'a globalement, conforté, dans l'idée que, les institutions, à vocation culturelle en France sont quand même largement déconnectées de la jeunesse, heu, à cause d'un entre-soi et d'un certain pantouflage, sur lesquels je vais pas m'attarder. Mais, en gros, j'ai assez vite compris que si je voulais faire des trucs, intéressants par moi-même et que je pouvais compter, que sur, mes quelques potes et et moi, et moi-même. Donc, on a fondé, un label de de production, musicale, hein, de musique. Il s'appelle, Sahara Hardcore Records en 2016. Donc, on a eu la chance, de commencer dans ce que j'appellerais, l'âge d'or un peu de SoundCloud, qui correspond à une période où, les plateformes payantes, type, Spotify, Deezer, n'avaient pas encore, l'intégralité des parts de marché du stream. Ce qui permettait, à l'époque une certaine effervescence en fait de la scène, indépendante, à l'étranger surtout, mais en France aussi, heu, notamment, avec des artistes, bon, américains, comme, Lil Peep, XXXTentacion, qui ont émergé de cette époque-là. Donc, nous, on s'est développé, grâce à ça, grâce aux réseaux sociaux type YouTube et bien sûr, les concerts en France, à l'étranger. Heu, mais, l'essentiel de nos revenus provient du digital. Donc, heu, face à la crise, du logement quand même et à la pression foncière, surtout à Paris, pour pouvoir, continuer notre activité, on a été, contraints, je dirais, d'ouvrir, des lieux, qu'on peut qualifier de squat d'artistes. Ça fait toujours mieux de rajouter, artiste, derrière, le mot squat, qui a toujours une connotation, assez négative, hein, dans la plupart des têtes. Donc pour rapidement expliquer, c'est des lieux qui, hébergent des ateliers, divers et variés, des studios, de répétition et d'enregistrement, une salle de concert aussi et donc, qui permettent, une socialisation, des échanges, et de produire de la musique et donc, c'est peut-être un exemple d'ailleurs de convivialisme, hein, heu, mais de convivialisme, je dirais, officieux. Donc, voilà, de mon empiriquement, je pourrais dire que, la fête, continue. C'est-à-dire que, enfin, je veux dire, le covid, en lui-même, c'est, heu, à mon humble avis, une aubaine, hein, pour repenser, la société, et pour sortir de la torpeur, induite, par un système qui permettait pas vraiment d'envisager d'alternatives. Hem, mais, si moi je vois un fossoyeur, hein, pour revenir au thème, du débat, des droits culturels et plus généralement des droits tout court, hein, ça serait, la politique actuelle, hein, menée par le gouvernement français, puisque on peut constater, une offensive, que moi je qualifie, de presque, fascisante, hein, sur les libertés individuelles, qui se traduit concrètement par toutes ces lois, sécurité globale, loi anti-squat aussi, et les violences, des répressions policières qu'on peut, heu, qu'on peut voir sur internet, ne serait-ce qu'hier. Enfin bon, heu,
Voilà. Donc, moi, ce que je pourrais préconiser à mon humble niveau, hein, en tant que citoyen, c'est de se mobiliser face à tout ça et de se révolter. Hein. Sur les préconisations, on en parlera sur une deuxième partie. Merci en tout cas, Terence, pour ton témoignage. Là, c'était aussi pour faire valoir que cette fête, elle continue et ce n'est pas en tout cas les décisions aussi gouvernementales qui empêchent notamment aux plus jeunes d'entre nous de se réunir. Et comme tu le disais, Christophe, ce besoin vital de toute façon qu'a la population de manière générale a besoin de se retrouver et pour aussi se construire son identité et quelque part son identité culturelle. Je voulais passer maintenant dans un troisième temps à François Moreau, donc, qui est journaliste musique aux Inrocks. François, donc, tu travailles beaucoup donc, dans ton métier de journaliste avec donc, des acteurs culturels, des artistes, des musiciens. Et donc, l'idée de ce soir, c'était de te donner la parole pour avoir justement ton point de vue de ce que peuvent te remonter tous ces artistes. Donc, ça vient d'être dit et par Christophe et illustré par Terence. Au-delà même de réinterroger nos libertés individuelles, elle a surtout mis à mal depuis plusieurs mois énormément de pratiques artistiques et culturelles et que beaucoup d'esthétiques musicales, notamment les musiques actuelles, mais également d'autres pratiques, on y reviendra après avec Alexis, d'autres pratiques artistiques, donc là en l'occurrence tournées vers le stand-up. En tout cas, tout ça, comme les lieux sont fermés, ça a été renvoyé, donc soit ça disparaît, soit ça a été renvoyé donc, dans d'autres possibilités de formes d'expression, qui est en l'occurrence Internet, ou alors Terence l'a peut-être pas assez souligné, mais lui, tout son projet, c'est aussi aujourd'hui de vivre du live stream. Et il vivait déjà avant de ça, avant le Covid, et il vit encore de cette expression. Donc, voilà, c'est des expressions qui prennent en tout cas le pas aujourd'hui, et notamment par le fait que nous sommes confinés. Du coup, François, ma question, c'était, quel est ton retour un petit peu du secteur que tu croises? Comment ils vivent le fait d'être brimés dans leur expression culturelle et artistique? Et comment, du coup, les artistes, donc quelque part, ont aussi leurs droits En culturels? fait, il y a plusieurs choses, en fait, et il y a notamment dans ce qu'a dit Terence, j'ai quelques retours un peu, qui vont un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire en fait, de retour de certaines personnes, que ce soit parmi les bookers, parmi les artistes, parmi les producteurs, de voir avec regret la situation telle qu'elle est, c'est-à-dire en gros, effectivement, une sorte de chape de plomb, tout est arrêté, on ne peut plus se produire, etc. Mais en même temps, ils voient une certaine opportunité de controverse entre les modernes et les conservateurs, en fait, et les anciens. Mais en fait, c'était un peu ça, c'était un peu de dire que certains voulaient à tout prix rester positifs en gardant cette thématique qui est qu'en fait, la fête continue. Et pourquoi pas sous d'autres formes? Pourquoi pas sous d'autres formes? Pourquoi pas, puisqu'on ne peut plus organiser un concert dans une SMAC debout, on va aménager une piscine désinfectée et faire des concerts là-bas. Pourquoi pas en fait trouver d'autres façons et briser un certain système qui est là depuis longtemps et dans lequel en fait il est effectivement parfois peut-être un peu difficile de donner la place à certaines façons un peu nouvelles et originales de continuer la fête, de prolonger la fête. Après, d'une manière globale, je pense qu'en fait, il y a aussi une logique où, moi j'ai vu qu'en parlant par exemple à des producteurs qui soient, ou des tourneurs, que en fait, ils ont moi, j'étais assez étonné de voir à quel point certains, même si la situation est catastrophique pour beaucoup, mais certains sont restés quand même assez sereins face à ça. En fait, ils ont fait preuve de quelque chose, un mot qu'on utilise beaucoup ces derniers temps,
à tort et à travers, mais de résilience, je pense. Je pense que c'est un peu ça, et qui ont pris en fait un petit peu le parti de prendre leur mal en patience et de constamment s'adapter en fait. S'adapter en fait à l'évolution au jour le jour des nouvelles normes qui étaient imposées par le gouvernement, qui étaient à un coup durci, un coup en fait on avait un peu plus le droit de faire des choses, et à chaque fois il a suffi d'une soirée en fait suite aux annonces du gouvernement pour trouver un moyen de s'adapter, c'est-à-dire enfin, faire peut-être 2 représentations pour un concert. Quand il y a eu le couvre-feu, c'était d'avancer la date du concert, les horaires du concert pour les faire dans l'après-midi. Pourquoi pas faire des concerts à 8 heures du mat. Enfin, il y avait plein de... Enfin, en fait, en gros, tout cet écosystème a su trouver les moyens de, et j'ai l'impression en tout cas, de s'adapter. Et voilà. Après, ils font aussi le constat de pertes financières assez énormes. Et ça, c'est pour toute la partie un peu des producteurs, des bookers et des organisateurs de spectacles et de concerts surtout. Donc ça, c'est un peu... Enfin, là, je vous fais un petit mélange un peu des retours que j'ai et qui se recroisent en fait, hein, mais bien sûr qu'il y a beaucoup plus de spécificité que ça. Et ensuite, pour certains artistes, en fait, c'était un peu la sorte, comment dire, un peu de douche froide. Il y avait certains, je pense notamment aux artistes émergents, les artistes qui devaient, en fait, selon toute vraisemblance, exploser cette année, et qui sont lancés dans des cadres un peu de carrière, c'est-à-dire en fait qui sont déjà dans quelque chose où ils ont avec eux des managers, ils ont avec eux des tourneurs, ils ont avec eux des labels, même si c'est des petits labels parfois qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et ils sont lancés même dans des programmes, que ce soit avec le Printemps de Bourges, que ce soit à travers les Inuits, que ce soit à travers des prix, des tremplins, etc. Et ces gens-là, qui sont jeunes en général, devaient sortir des albums, par exemple, cette année. Ils ne pourront pas sortir les albums, et en même temps, ils auraient pu sortir les albums et essayer de faire streamer cet album, etc. Mais en même temps, sortir un album sans en fait promouvoir cet album en quelque sorte à travers la scène, et en même temps beaucoup font des albums pour pouvoir les jouer sur scène. Donc en gros c'est une économie qui ne tiendrait pas pour eux, et surtout une frustration en fait de ne pas pouvoir le présenter sur scène. Donc il y a eu ça, de savoir que tout ça allait être repoussé peut-être à l'année prochaine, et peut-être pas en plus, peut-être encore à l'année d'après, quoi. Donc il y a eu ça. Sinon aussi, j'ai pu... c'est la troisième un peu tendance que j'ai pu noter, c'est les craintes de l'année. Et ça, Christophe Moreau en a parlé tout à l'heure, c'était de savoir si toutes ces mesures, toutes ces contraintes allaient être pérennes, en fait. Est-ce que on va en fait s'habituer à vivre comme ça? Est-ce que la musique sur scène, va continuer à attirer des gens? Et ça, j'ai beaucoup d'artistes qui sont inquiets de ça, quoi. J'ai certains artistes, des artistes internationaux notamment, qui se font connaître sur scène avant tout, et qui maintenant vendent énormément de disques, qui me disaient par exemple cet été, pendant une interview, qu'ils avaient à la fois, ils pensaient être le meilleur groupe sur scène pour faire venir pour relancer la saison post-Covid et tout ça, et en même temps avaient une crainte terrible de voir d'être à la fois rouillé, et en même temps de découvrir un public rouillé aussi, quoi. Un public qui n'a plus l'habitude d'être debout devant une scène, etc. Après, moi, je suis plutôt positif à titre personnel. Je pense que on va revenir plus vite qu'on ne le pense à des vieilles habitudes, mais voilà. Et un quatrième point, c'était quelque chose autour de l'écosystème global. C'est-à-dire, il y a beaucoup de secteurs de la musique qui ne sont pas traités et pas logés à la même enseigne. Et je pense, par exemple, je pense notamment aux attachés de presse indépendants de la musique, qui, en fait, dont l'économie ne dépend que de l'activité de la musique, et la musique étant à l'arrêt, le travail des attachés de presse de la musique est hyper réduit. Et là encore, en fait, on va revenir sur à mon avis, des fractures assez traditionnelles de classe entre les artistes dominants qui n'ont pas besoin, en fait, forcément
de bien gagner leur vie, enfin, de tourner, d'avoir tout un circuit assez traditionnel et tout pour gagner leur vie, parce qu'ils vont avoir des partenariats à droite à gauche, parce qu'ils vont pouvoir de toute façon être les premiers à être joués, à être streamés de toute façon, et d'autres en fait qui vont peut-être pâtir un petit peu de ce manque de soutien en fait de la part du gouvernement envers certains plus petits artistes, et du coup ça peut mettre un coup d'arrêt à une certaine forme de diversité dans la proposition musicale notamment. Et tout ça derrière, c'est quand même des gens, c'est quand même des premières fois aussi, quoi. Enfin, parce que je pense à tous les kids qui auraient dû faire leur première rue du rock cette année, par exemple. Enfin, je pense que c'est un rite de passage. Je pense que Christophe Moreau sera d'accord avec moi sur ce genre de ce terme utilisé, quoi. C'est un rite de passage, un premier festival, un premier été un peu hédoniste, partir à droite à gauche et tout. Et ça, ben, si c'est vrai pour les kids qui n'ont pas pu assister à ça, c'est aussi vrai pour les artistes qui devaient aussi jouer pour la première fois sur les petites scènes, qui devaient partir en tournée dans un bus dégueu, qui devaient faire tout ça. Et voilà, donc en fait, il y a un mélange d'inquiétude pour l'avenir, et en même temps, chez certains, l'indécrottable envie de se dire que ce sera l'occasion aussi de bouleverser un peu certains schémas et de secouer un peu un secteur peut-être vieillissant pour le dire vite. Voilà. Merci, merci François pour ces quelques mots. Du coup, pour illustrer aussi ton propos, nous souhaitions donner la parole à Alexis Le Rossignol. Alexis, donc tu es un artiste, humoriste, tu fais partie, je me suis permise d'aller fouiller sur Google et sur Internet, c'est mieux de dire que faire de la pub pour Google. Enfin bref, j'ai vu que tu avais éclusé, voilà, tu fais partie des artistes qui ont éclusé aussi beaucoup les scènes de café, et j'ai vu que tu allais régulièrement, d'ailleurs, chez un de nos adhérents à Paris, qui est le Scénarium. Mais aussi, tu fais partie, voilà, des artistes qui ont pu jouer sur des grandes scènes, voilà, Point Virgule, l'Olympia. Puis voilà, et à côté, tu fais aussi de la radio. Alors, est-ce que, Alexis, ce que vient de décrire François, toi, ça te fait écho? Et comment tu as vécu cette période? Alors, en plus, il y a eu aussi tu m'as raconté, il y a eu un premier déconfinement où toi, tu as pu rejouer, re-exposer ta pratique artistique. Donc, comment tu as vécu un peu donc, toutes ces restrictions sur un premier confinement? Et là, est-ce que ton état d'esprit aussi sur le deuxième déconfinement confinement, pardon, est le même qu'au premier? Ouais, alors, par rapport à ce que disait Christophe, je suis assez d'accord sur le fait que, alors lui, il parlait dans la musique, mais des jeunes talents ou des talents émergents ou des gens qui attendaient de percer cette année, on a le même scénario finalement avec les artistes de stand-up. Je vais vraiment parler stand-up parce que c'est ce que je connais, où beaucoup de gens en fait ont décidé finalement de laisser un emploi ou d'abandonner des études même pour se consacrer à leur passion. Donc il y a cette idée d'avoir vraiment tout misé sur le stand-up. Et puis nous, on a cette chance-là, quand on commence un peu le stand-up, de pouvoir jouer dans des cafés-théâtres, des cafés, tu citais le Scénarium, mais il y a le Paname, par exemple, à Paris, qui est un endroit assez connu où il y a des plateaux tout le temps. Et en fait, ce système permet de toucher de l'argent au chapeau. En fait, les gens, on fait passer un chapeau à la fin des spectacles. Les gens donnent et en général, si tu joues assez régulièrement, tu peux avoir une somme qui te permet de te payer ton loyer. Donc ça, c'est complètement tombé à l'eau. Donc tous ces gens-là qui étaient venus souvent de province pour s'installer à Paris, qui avaient trouvé une petite soloc ou une chambre de bonne qui payait 700 ou 800 euros par mois, se sont retrouvés finalement dans la dèche, quoi, tout simplement, parce qu'ils n'avaient plus ce fonds-là qui leur permettait, grâce au chapeau, de survivre. Donc ça, c'est un des premiers aspects. Ensuite, nous, on a un problème dans l'humour, j'ai envie de dire, c'est qu'on n'est pas… le stream et l'humour, ça ne marche pas ensemble, en fait. On n'a pas de format studio, on n'a pas de format mix en live, etc., puisque nous, on a besoin du rire pour relancer, en fait. On se base beaucoup sur l'interaction avec le public. Et donc, quand il n'y a pas de public, un type qui fait des blagues tout seul dans sa chambre, ça s'appelle un mec qui fait des vidéos sur YouTube, en fait. C'est plus le même métier, quoi.
Donc d'un côté, il y a quelque chose qu'on peut faire et que beaucoup de gens ont fait, c'est passer au format sketch, monté, donc face caméra ou dans la rue, etc. Et balancer sur YouTube, Instagram ou Facebook, en espérant générer une communauté qui ultérieurement servira pour remplir les salles. Mais c'est pareil, c'est ce que je t'avais dit au téléphone, Chloé, c'est que ce n'est pas un format sur lequel tout le monde est à l'aise. On peut avoir un très bon stand-upper qui est hyper bon avec une interaction avec le public, en impro, etc., mais qui soit moins à l'aise en face caméra, raconter des trucs, etc. Donc, tout le monde ne peut pas passer forcément d'un format à l'autre. Et c'est ce qui devient un petit peu bloquant quand on est obligé finalement quand même de maintenir une activité pour exister encore, et puis en espérant que les jours meilleurs fassent que les gens viendront. Il y a une chose qui a été positive quand même, c'est que les gens, après le premier confinement, sont très vite revenus en salle. Moi, j'ai eu des salles pleines, enfin, mesure Covid, mais assez facilement, j'ai envie de dire, les gens avaient envie de sortir. Puis il y avait aussi cet avantage du fait de jouer dans une petite salle. On était les seules salles ouvertes. Il y avait le point virgule et puis peut-être 2 ou 3 autres salles. Ce qui fait que les gens, n'ayant pas beaucoup de choix, se sont rués sur cette salle-là. Donc on a eu du monde. Mais il y avait une vraie envie de sortir. Et puis, moi, je dirais que par rapport aux annonces du gouvernement, etc., le gros problème, ça a été que le fait de ne pas avoir d'échéance. Et quand tu n'as pas d'échéance de sortie, on a quand même commencé la première fois avec une échéance à 15 jours. Donc en 15 jours, tu ne vas rien mettre en place, tu attends simplement. Il y avait il y avait ce côté confinement, jamais vu, on ne sait pas ce que ça va être. Et les gens étaient plus terrorisés par ce qui se passait et puis par l'impact de la Covid sur les hôpitaux, etc., dans les hôpitaux, que par peut-être leur carrière, etc. Mais après, comme ça s'est allongé, c'est vrai qu'il y avait une inquiétude croissante. Puis on commençait à se demander si nous, on allait pouvoir aussi s'en sortir une fois que la Covid serait passée. Et donc, je répète, cette absence d'échéance fait que c'est difficile de mettre des choses en place, en fait. Donc, on avançait ou pas, un peu à l'aveugle, en se disant, bon, ce sera peut-être la semaine prochaine. Et en gros, c'était prendre son mal en patience, quoi. Il y avait, je ne sais plus qui a parlé de résilience, il y avait ça, mais moi, plus que de la résilience, je dirais plutôt de l'attente, prendre son mal en patience, ne pas avoir grand-chose à faire qu'à essayer d'écrire dans son coin pour peut-être produire des vannes pour après. Et puis, voilà, c'est ce que je voulais dire à peu près. Le fait vraiment de différencier ce qu'est la radio, de la vidéo, du spectacle vraiment vivant en salle, et qui fait que quand tu ne peux pas faire ça, vraiment, c'est vraiment bloquant, quoi. Voilà. Merci Alexis pour ce témoignage. Je passe la parole maintenant, je me tourne vers Florian pour ce dernier invité donc sur cette partie état des lieux, puis après on passera sur une partie perspective. Florian, donc tu es adjoint au maire de Martigues, une solide expérience dans l'engagement en tout cas des pouvoirs publics pour offrir des espaces de diffusion et d'expression aux artistes ou des espaces de rencontre pour la population. Donc voilà, on a parlé à plusieurs reprises donc, sur ces questions de droit culturel qui encouragent et la protection et la promotion de la diversité culturelle. Comment toi, ce soir, en tant que voilà, un peu représentant des pouvoirs publics, tu ressens que cette pandémie, elle attaque la diversité culturelle et même, ce qui vient d'être dit, elle peut la Bonsoir détruire. à tous et à toutes. D'abord, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai répondu à cette invitation, Chloé. Et je veux, une fois n'est peut-être pas commune, je veux saluer vraiment le travail que fait Collectif Culture Barbare. Parce que je crois que la première chose qu'il faut faire, c'est de nous parler. Et cette proposition, justement, d'associer des gens d'univers différents qui peut-être ne se côtoient pas forcément dans la vie telle qu'elle est, se retrouvent pour discuter ensemble, parce qu'on est face quand même à quelque chose de complètement étonnant, de quelque chose qui est, quand j'entends les témoignages de toutes les personnes qui parlent de cette chose-là, mais on se rend compte qu'effectivement, on a du mal à la nommer
Et c'est parce que la nommer individuellement, on n'y arrive pas, donc peut-être collectivement, on arrivera à le faire. Et que, en tout cas, il y a quelque chose d'extrêmement positif, c'est que nous ne sommes pas dans la sidération. On n'est pas dans un regard, on dirait, interrompu. On est dans une acuité, un éveil qui, pour moi, est finalement déjà une forme de réponse. Et les États généraux et cette table ronde, elle est aussi, il faut bien enfin, c'est comme ça que je le perçois, vraiment un espace qui est déjà un espace de cet éveil, de cette vivacité que chacun d'entre nous, on exerce au quotidien avec toute une série de personnes. Donc, on n'est pas dans une forme d'attentisme, et ça a été dit. Et je pense que pour bien cerner les choses, il faut qu'on puisse travailler ensemble. Bon, ce sera l'objet peut-être de la deuxième partie, ou comment sortir de ça, comment inventer autre chose. En tout cas, pour moi, elle ne peut se faire qu'ensemble. Et c'était peut-être une des leçons, justement, les droits culturels ne se conquièrent pas individuellement, ils se conquièrent collectivement. Quand on s'est battu sur la question des droits culturels, il faut se rappeler, alors peut-être qu'il y a eu effectivement une méprise sur les droits culturels. On croyait que c'était des droits qui étaient plutôt, on peut dire, titrés comme des droits politiques, mais au sens partisan. Donc des droits incompris dans un premier temps, alors qu'ils étaient, comme tu l'as dit, inscrits déjà depuis très longtemps et partagés depuis très longtemps dans beaucoup d'autres pays, comme des droits naturels, tout simplement à l'expression de sa liberté personnelle, de son envie peut-être de vivre et d'appartenir au monde. C'était les droits culturels, c'est cette capacité qu'ont les personnes à créer leur propre vie à leur manière, bien sûr en respectant eh bien, finalement cet espace commun qu'on a. Donc en France, on a résisté très très longtemps à cela on se la pose dans ces tables rondes parce que justement, c'est quelque chose qui est venu très tard, mais c'est quelque chose dont on tient particulièrement, qu'on a inscrit dans la loi avec beaucoup de difficultés, la loi NOTRe, donc nouvelle organisation de la République, puis la loi LCAP sur architecture, patrimoine et création. Et ce sont pas des victoires, ce sont simplement la reconnaissance naturelle qui est inscrite voilà, dans notre Constitution, qui est la liberté de chacun, finalement, à exercer sa propre, oui, sa propre expérience, finalement, de la vie. Donc, c'est pas étonnant si au moment où on vit quelque chose d'aussi fort, d'aussi puissant, qui doit aussi être recontextualisé au niveau de la fédération, de la FNCC, donc Fédération nationale des collectivités pour la culture. On a beaucoup travaillé sur cette question, notamment après les attentats. 2015. 2015, c'était déjà vraiment la privation d'une certaine forme de liberté. C'était déjà aussi l'interrogation sur l'espace public. L'espace public comme un espace qui est dangereux. Et cet autre pouvait être son voisin, l'habitant qu'on fréquentait depuis très longtemps. Donc, on avait réagi très fortement sur ces questions-là, bien sûr, ces attentats de barbares, mais en même temps, en redisant très fortement que cette liberté, la liberté individuelle, ce droit intrinsèque à chaque personne, il devait justement être préservé et pas simplement la liberté d'expression pour les artistes, comme on l'a vécu, la liberté d'expression pour tous, pour tout un chacun. Et cette liberté d'expression, c'est effectivement la culture qu'on véhicule les uns et les autres. Et donc, cette Covid intervient aujourd'hui en renforçant cette
restreignant notre espace public avec jusqu'aux confins, si on peut dire, de cette restriction de liberté qu'est le confinement, avec tout ce que ça veut dire. Donc, on est dans une situation finalement, la Covid, effectivement, est une partie de cette dégradation finalement, de cette distanciation qui n'est plus aujourd'hui, il faut le dire. Longtemps, on s'est battu pour parler de la distanciation physique. Maintenant, on est dans une distanciation sociale pour le fait, ce qui a été évoqué dans beaucoup d'interventions tout à l'heure. Alors chacun essaye de répondre, on verra quelles sont les réponses, et on en a, fort heureusement, on a beaucoup de réponses. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir quelle analyse on fait de cette situation, et aussi, puisque bon, je suis là aussi en termes d'élus, donc comment les élus réagissent à ça. Et il y a quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire que les élus, on a eu une nouvelle cohorte d'élus qui sont différents de ceux précédents parce qu'ils ont aussi une autre expérience, ils viennent d'autres sphères de la société, dans une très grande diversité, avec des gens qui ne se définissent pas forcément politiquement, mais qui sont des citoyens, donc avec beaucoup de différences, beaucoup de diversité, et surtout avec une envie. C'est ce qu'on remarque, c'est-à-dire une vraie envie. Et cette envie, en fait, elle est venue en mars et en juin, c'est-à-dire dans des espaces fortement contrariés, très contrariés. C'est-à-dire vous accédez à une responsabilité, vous avez envie, vous avez des idées, etc. Et finalement, elle est contrariée par le fait que simplement, vous êtes empêché de les faire. Donc, empêché de les faire, empêché d'organiser des concerts, empêché d'organiser des manifestations dans l'espace public, empêché donc, automatiquement, c'est quelque chose qui a généré chez eux tout de suite, et ça a été dit tout à l'heure de la part des artistes, la volonté de s'adapter et non pas, bien sûr, d'être dans une position, on va dire, sérieuse, c'est-à-dire dans une position qui, en même temps qu'elle reconnaît la question sanitaire, essaie tout en la prenant en compte, de trouver des réponses, de trouver des nouvelles formes. C'est ainsi qu'on a vu quand même, et c'est vraiment intéressant, il faut le mesurer, toute une série d'initiatives. Effectivement, pas de grands concerts, pas de grandes manifestations, pas de grands festivals, mais en même temps des multiples initiatives de proximité, avec le soin pour les artistes, c'est-à-dire de trouver des abris pour les artistes, d'établir de nouvelles relations, de faire autrement. On parlait tout à l'heure de Nantes avec Chloé sur des espaces qu'on a mis en place, qu'on a construit, il faut le dire aussi, construit de manière nouvelle, donc construire dans une relation différente avec les artistes. Et donc, une nouvelle finalement posture qui nous a obligés peut-être à revoir les formes traditionnelles, à bouger, effectivement, à être moins dans la programmation, à retravailler un certain nombre de choses. Et en fait, au bout du compte, avec qui ont non seulement pu se faire, mais qui ont été propices à de nouvelles rencontres et à favoriser justement cette expression et cette expression artistique dans l'espace public. Je veux dire simplement, par exemple, bon, je veux parler Florian, un petit peu on va passer à à la suite, justement, comme tu es déjà en train de parler des perspectives. Parce que l'idée, donc je le rappelais, excuse-moi non, de te mais couper, mais du coup, il n'y a c'est pas de souci. pour avancer. Là, notre idée sur les de manière collective, des préconisations et donc d'imaginer cette pandémie et après
prêts à aller les proposer à nos gouvernants, qu'ils soient nationaux ou territoriaux. Là, un peu ce qui est posé, donc c'est pour ça, Florian, tu commençais à poser des perspectives, même des perspectives qu'on a pu déjà entamer sur une reprise, sur la reprise du premier confinement, donc à partir du mois de juin. Donc là, moi, la question que je voudrais vous poser de manière individuelle, donc ça, François l'a évoqué, mais donc comment on imagine, et Alexis aussi, la place des esthétiques culturelles, des pratiques artistiques dans cette période post-crise. Est-ce que ce qui a été dit notamment par Alexis, mais aussi par François, est-ce que c'est une lame de fond, ce qui se passe un peu en rénovation, en révolution des pratiques, et notamment tout ce qui est renvoyé au stream, ou alors est-ce que vous pensez que ça va être que pendant cette période Covid, bon, qui peut durer, mais est-ce que vous pensez cela? Voilà, quelles nouvelles pratiques festives, culturelles vont être soit confortées, soit abandonnées? On a parlé que ça, quand même, aujourd'hui, on est quelque part aussi sur… Alors voilà, est-ce que c'est une lame de fond ou pas, mais qui commence à détruire une partie de la diversité culturelle? François parlait des carrières d'artistes là qui ont été stoppées net, et aussi bon, des amateurs, mais surtout des professionnels. Mais là, si on prend justement cette reprise de juin à septembre, si on prend certaines salles de spectacle donc, qui ont pu réouvrir dans des conditions protocolaires, donc masques et assis, on a bien vu que même les organisateurs de spectacles, notamment en termes de musique, se sont bannis, auto-bannis, et se sont interdits de programmer des esthétiques type hip-hop, type métal, parce qu'ils se sont dit tout de suite, si j'invite ce public, voilà, il ne va pas rester assis masqué, et voilà, ça va être le bordel, quoi. Et je trouve ça, voilà, un peu complètement fou. Et donc, la question, c'est de savoir que, voilà, on voit que cette diversité culturelle est comment… Est-ce que c'est une lame de fond, ou alors est-ce que c'est un épiphénomène? Et Florian, juste aussi en question, l'a dit, on le sait aujourd'hui en termes de projection, et c'était prouvé. Donc hier, on avait un débat donc avec un webinaire collectif Culture Barbare avec une universitaire d'Angleterre qui nous a bien redit que là, il y a plein d'études européennes qui sont sorties sur le fait de dire que, ça on le sait, l'espace public, enfin, le plein air, on sait que c'est l'espace safe pour les populations, pour permettre de se retrouver. Et donc, c'est des pistes qu'il faut qu'on travaille, notamment pour favoriser au beau jour la reprise artistique des artistes, donc voilà, sous d'autres formes que dans des lieux clos, mais ça, il faut travailler. Du coup, pour enchaîner, Christophe, je reviens vers toi. Donc, en termes de perspective, je vais te poser une question qui va peut-être te perturber ou pas, mais en tout cas, donc demain, on doit remettre ce livre blanc, donc notamment au président de l'Assemblée nationale ou à des maires. Donc, toi, quel conseil tu donnerais, par exemple, à Richard Ferrand ou à la maire de Rennes, Nathalie Appéré, pour qu'ils puissent là garantir à la population française et rennaise, voilà, leurs droits culturels et permettre de continuer leur pratique? Pardon. Oui, bonne question. Moi, je suis un petit peu partagé, hein, parce que le droit à la création de soi, le droit à la culture, c'est un droit qu'on prend, hein, c'est pas juste un droit qu'on demande. Je veux dire, on ne réclame pas l'aumône non plus, hein, sur ces droits fondamentaux. Donc moi, je suis partagé tout simplement entre le fait de négocier, d'être dans le politique, et c'est vrai que quand on entend Florian, il y a de quoi se réconcilier avec le politique, hein. Donc négocier, dialoguer, ou bien agir et prendre nos droits, et comment Terence parlait de se révolter, enfin, je ne veux pas inciter à la révolte, hein, mais à un moment donné, je me demande si la bonne action, c'est de négocier dans le cadre du droit et du Parlement, ou si ce n'est pas d'organiser des choses et de mettre un petit peu la pression. Donc déjà, pour commencer, je dirais, il faut peut-être aussi prendre certains droits et rentrer par un rapport de force et pas rentrer en quémandant des choses. Bon, cela dit, donc je suis partagé là-dessus, mais c'est vrai qu'on peut entendre aussi la sagesse des propos de Florian. Je pense que la première chose à faire, c'est de se parler.
Alors, je sais qu'il y a la plateforme nationale de la vie nocturne, enfin, je ne sais pas dans quel cadre, mais il me semble qu'il y a un dialogue qui doit se nourrir et se construire entre nos représentants nationaux et puis les acteurs de la culture et de la nuit. Donc, instituer un dialogue durable, structuré, ça me paraît important, tout en sachant qu'on peut y aller aussi un petit peu par le rapport de force. Et la deuxième chose que j'avais envie de dire, c'est que moi, je suis stupéfait que dans le comité scientifique, on ait en gros que des épidémiologistes ou des virologues au niveau du conseil du gouvernement sur la question du Covid. Moi, il me semble qu'une des questions centrales, c'est d'élargir notre regard sur ce que c'est que la santé, et dans le cadre du comité scientifique, de négocier assez vite pour qu'il y ait une approche de la santé sociale, de la santé psychique, de la santé culturelle, donc mettre d'autres types de disciplines scientifiques avec nos épidémiologistes dans le cadre du comité scientifique. Ça me paraît vraiment incontournable et je trouve que c'est aberrant de n'avoir qu'une approche bactériologique de ce que c'est que l'être humain. Et ensuite, je ne vais pas sortir toutes les idées parce que vous en avez donné plein, mais moi je trouve que dans tout ce qu'on dit, il y a un équilibre à trouver, deux axes à mettre en balance. C'est la Startup Nation, l'Art Startup Nation, puisqu'on voit très bien qu'avec le numérique, on peut faire des choses formidables en termes de création et de diffusion. Mais je veux dire, moi, ça ne m'intéresse pas d'aller voir un concert sur Fortnite, même s'il y a 700 000 personnes qui regardent, ce n'est pas mon truc, quoi. Donc, soutenir l'émergence, soutenir la création et la diffusion par le numérique, oui, 200%, mais à condition que ce soit articulé avec la Slow Live Nation. Parce que ce qu'a dit Alexis, moi, ça me conforte vraiment dans mes idées. C'est-à-dire que l'être humain, c'est un être d'émotion. Et la culture, ça nous permet de partager des émotions. Mais nos émotions, elles passent par le corps. On interagit avec nos corps. Il se passe tout un système de biochimique et tout, d'échanges, d'interactions. Et c'est vrai qu'Alexis ne peut pas faire de la joke s'il n'y a pas des gens en face de lui. Et donc, ça, c'est une autre dimension de nos droits culturels, c'est le droit à la rencontre. Le droit à préserver des espaces de rencontre, ça peut être les espaces publics, ça peut être d'autres formes d'espace, mais le droit à la lenteur, le droit de se poser. Donc je pense que là, il y a une espèce de dialectique. Allons-y sur la Startup Nation, mais aussi sur la Slow Live Nation, et ça pose la question des espaces. Les espaces publics, les espaces établissements recevant du public, les cafés, les salles de spectacle en milieu rural. Donc, dans quels espaces on peut faire société française au sens Slow Live Nation? Donc, moi, je poserai un petit peu ce débat-là. Voilà, les espaces de discussion, de négociation, et puis ensuite ce dialogue entre le volet numérique et puis le volet rencontre humaine, quoi. J'ai d'autres idées, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Donc, je vous la passe du coup. Merci Christophe. Terence, peut-être pour ou Alexis. Non, mais Terence, je voulais juste parler de ce qu'a dit donc Christophe. C'est vrai que le contact avec le public est hyper important dans la prestation. Et moi, j'ai le sentiment qu'en fait, on a un peu créé des pansements pendant ce confinement, et notamment via les podcasts, qui étaient déjà très à la mode, mais qui se sont encore plus affirmés, j'ai l'impression, pendant le confinement, parce que les gens n'ont pas forcément envie non plus d'avoir encore plus de vidéos et de choses à voir, mais il y a ce plaisir de l'oreille, tout simplement. Et il y a eu pas mal d'humoristes qui ont fait des podcasts donc humoristiques, mais donc à vocation plus détente que fou rire, évidemment, on n'est pas sur le même registre. Mais il y a eu aussi, on a vu pas mal de gens qui ont mis, et moi y compris, pas mal de contenu sur YouTube, mais de contenu de spectacle pour maintenir le contact. Et il y a aussi des gens qui ont innové en faisant des spectacles entiers sur les réseaux sociaux via une participation au chapeau. Et je pense à Haroun ou Pierre-Emmanuel Barré, des gens comme ça, ont mis à disposition leur spectacle sur des sites qu'ils ont créés. Et en fait, les gens donnaient parce que on se rend bien compte que les gens ont conscience du fait que les humoristes sont dans une situation compliquée. Et donc, il y a une certaine solidarité qui se crée. Les gens consomment, mais donnent également. Donc ça, c'est plutôt chouette de la part des gens. J'ai vraiment eu moi-même des messages de gens qui s'inquiétaient de savoir ce qu'on devenait, comment ça se passait, etc. Alors que je n'étais pas dans la situation la plus compliquée, parce que j'avais encore la radio par ailleurs. Mais je pense qu'il y a
le public suit sur ce genre de choses, les podcasts et tout. Et par exemple, ce soir même sur France Inter, Nora Hamzaoui fait un spectacle en live sans public. Donc c'est la première fois que ça se fait en France. Et je ne sais pas si c'est une tendance qui va se confirmer, mais j'ai l'impression que les radios peuvent être également des supports assez importants pour la création artistique. Les radios et peut-être même les télés, d'ailleurs. Je ne sais pas quel est leur rôle, mais voilà, on a Radio France le fait. Peut-être que demain, France Télévisions va aussi soutenir ce genre de projet ou d'initiative. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter par rapport à ce que disait Christophe. Merci. Donc, tu viens aussi confirmer voilà, cette tendance de fond qui est en train un peu de se populariser justement sur ce rapport au stream et tu parles des radios, mais c'est vrai que de toute façon, pendant le confinement, on a bien vu aussi que de toute façon, ça a explosé partout en termes d'audience. Et ce que disait Christophe aussi, c'est que maintenant, on se pose aussi dans cette perspective-là où tout n'est pas acheté sur le numérique et sur le stream. Et ça permet aussi à une culture d'émerger, à des artistes d'émerger. Terence, peut-être plutôt pareil, je te pose la même question que j'ai posée tout à l'heure à Christophe. Je crois que tu es de Montreuil. Du coup, là, quel conseil tu irais donner en termes de perspective au maire de Montreuil et puis quelque part Alors, moi, je pense pas que j'irais donner des conseils aux institutions, aux représentants des institutions. Je pense justement qu'il ne faut pas attendre l'autorisation des pouvoirs publics pour créer justement de nouvelles formes de solidarité et de sociabilité. Puisque mon analyse, qui est très basiquement marxiste, l'émergence de nouveaux droits, c'est le résultat de la lutte des classes, historiquement pour moi. Donc, fight for your rights, comme on dit in English. Terence, François, même punition? Ouais. Ouais, non, mais en fait, je pense que l'analyse marxiste, elle est toujours pertinente, je pense, plus que jamais. Mais non, mais en fait, moi, il y avait un truc, c'était de ne pas tout faire démarrer vide, en fait. Je pense que il y a des choses qui préexistaient, des tendances qui préexistaient, il y avait des lames de fond, à mon avis. Et je crois que, par exemple, quand tu évoques la peur d'organiser des concerts de rap ou des concerts de métal ou des choses comme ça, c'est ancestral. Comme on a dit tout à l'heure, la musique électronique, ça fait 25 ans que c'est une musique émergente. Comme on a dit tout à l'heure, le rap, c'est la musique dominante qui met vraiment HS toute l'industrie. C'est une richesse incroyable et c'est encore considéré comme de la musique de marge, c'est encore considéré comme de la musique dangereuse. En fait, je pense qu'il y a tous ces dialogues qui avaient été déjà engagés avant, c'est-à-dire en gros, et ça, je ne sais pas si les pouvoirs publics ils peuvent grand-chose, en vrai, parce que je pense qu'en gros, c'est un dialogue beaucoup plus large que la société doit avoir, et elle est de prendre en compte aussi un peu les nouvelles normes et les nouvelles tendances, et prendre aussi en compte le fait que ces musiques-là sont de l'art. Enfin, je sais pas. Enfin, il y a un truc assez fou là-dedans de cette façon de considérer. Après, je pense qu'il y a quand même un gros travail de beaucoup d'institutions, beaucoup de programmateurs, etc., qui eux prennent acte en fait de cette diversité-là et qui essaient de se battre un peu contre des réflexes très conservateurs. À mon avis, ça se voit à toutes les échelles, à l'échelle médiatique, à l'échelle de l'industrie, à l'échelle des commentaires qu'on peut avoir quand aux Inrocks on fait un papier sur un artiste qui fait du rap et qui sort un album de rap et tout. Et je pense qu'il y a aussi une prise de conscience un peu plus globale, en fait, et que ça préexistait et que
et que le Covid, en fait, n'est rien d'autre, au final, à mon avis, qu'un accélérateur de tendances négatives. Après, c'est aussi un stimulateur, comme on l'a dit tout à l'heure, pour créer des nouvelles choses, mais c'est aussi un révélateur, en fait, des fractures qui existaient déjà avant. Et je pense, en fait, pour rejoindre encore ce que disait Terence, c'est que tout à l'heure, c'est que je pense que au niveau je pense que s'il fallait ouvrir en fait quelque chose sur le débat d'aujourd'hui, sur fossoyeurs des droits, fossoyeuses des droits culturels, je pense que c'est la question de savoir qu'est-ce qui est fossoyeur des droits tout court en fait. Et effectivement, la sécurité globale, c'est comme son nom l'indique global, et je pense que ça impacte nécessairement en fait la vie des artistes, la vie artistique, la vie sur scène, la vie partout, et que je pense que si on laisse un terrain fertile dominé par des discours un peu de peur, en fait, la peur de la maladie, la peur de la mort, la peur de choses comme ça, si on laisse ce terrain-là, en fait, de plus en plus fertile, à mon avis, le réflexe naturel de l'État et sans doute des gouvernements, c'est de grignoter ces restrictions-là de plus en plus, en fait. Et voilà, et puis avec vraiment l'assentiment je pense, d'une large partie de la population, parce que finalement, tout ce dont on parle un peu, on ne parle pas forcément des artistes les plus en vue, les plus institutionnels, les plus classiques. On parle aussi d'une vie alternative à ça. Et cette alternative-là, en fait, oui, effectivement, elle peut se retrouver à devoir se battre un peu plus que ça n'était avant. Et je pense qu'en fait, il faut juste remettre sur la table des débats qu'on a depuis des années, en fait. Voilà. Complètement d'accord avec toi. Florian, du coup, toi, de ton point de vue, perspective, bon, c'est déjà adressé tout à l'heure ces questions d'espace public, de petites formes artistiques aussi qui peuvent reprendre, et que nous l'avons vu, la reprise, de toute façon, elle repart des territoires. Quel conseil tu donnerais à Richard Ferrand et à ton maire, à Martigues? Mon maire, il fait ce qu'on lui dit de faire, parce qu'on travaille ensemble, parce que c'est ça la différence. C'est que le problème, c'est l'envie, il y a quand même quelque chose au-delà de tout ça qui est assez réjouissant, c'est que finalement, ça nous permet de nous retrouver. L'espace public est contraint, mais on se retrouve. Et c'est ça. Et Christophe, j'ai bien aimé ce qu'a dit Christophe, parce que quand il dit les droits culturels, ils se conquièrent, mais la marche, elle est en avant. Il n'y a personne qui sera les fossoyeurs du droit culturel, parce que c'est la vie même de chaque individu qui revendique sa place parce qu'il a envie de chanter, parce qu'il a envie de jouer de la musique, ou parce qu'il a envie de faire du théâtre et de dire un certain nombre de choses. Donc, on sait, cet espoir-là, il est en nous, il est en… tu parlais, Alexis parlait des nouveaux, voilà, de tous ces gens il y a plein de gens qui sont extraordinairement… voilà, ce sont des gens qui ont envie de vivre et de dire des choses. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'il ne faut surtout rien opposer. Il ne faut rien opposer, il faut pas opposer voilà, tout ce qui se fait en ligne, et puis ce qui peut se faire dans la relation des personnes quand ils se voient. Au contraire, on le voit bien. Il n'y a jamais eu autant de… Alors c'est vrai qu'on a on a ce besoin de se retrouver, etc. Se retrouver en chair en os, oui, d'accord, mais n'empêche qu'il se produit plein de choses. Il y a plein d'inventions et c'est une nouvelle… je dis pas… je vais pas dire bravo, où peut-être on revient à l'essentiel de ce qu'on est. Et c'est là peut-être où on est où on retrouve le chemin du commun, de quelque chose voilà, qui nous anime, parce qu'on sait très bien que ben voilà, on n'a pas envie d'être empêché donc on trouve des formes, et ces formes-là, elles sont génératrices d'une nouvelle conception, je ne veux pas le dire, de la société. Pour moi, on était au bout d'un certain nombre de choses. Maintenant, on va peut-être, à partir de toutes ces expériences, de toutes ces idées, qu'elles soient en ligne ou… on va retrouver peut-être quelque chose
qui va nous animer pour faire de nos territoires effectivement des espaces, je dirais, démocratiques. Et je dis que ça traverse tout le champ politique. Ce n'est pas parce qu'on est de gauche ou de droite, etc. On est confronté à ça. Les élus sont confrontés dans leur territoire, qu'ils soient des petits villages. Quand un café ferme, bon, il n'y a plus rien qui se passe. Des fois, le café, c'est le seul endroit où on peut aller boire un coup, mais aussi taper la belote, mais aussi peut-être écouter de la musique, mais ou lire le journal, etc. Et ça, il y a quand même quelque chose qui est universel aujourd'hui et en Europe, pas simplement en France, c'est qu'on a besoin de ces lieux-là, qu'on soit dans des espaces ruraux. Et là, puisque tu m'as posé la question, bien sûr, on a la chance dans notre pays d'avoir une association des maires ruraux extrêmement dynamique qui défend les territoires, qui fait des choses extraordinaires, dont les maires sont tous les jours effectivement au plus près de la population pour écouter, pour construire des choses avec peu de moyens, mais aussi beaucoup d'ingénierie. Bah, ceux-là, il faut travailler avec eux. Il faut qu'effectivement, on puisse nouer des liens avec des artistes, créer des nouveaux réseaux, voilà, peut-être sortir des réseaux qui sont un peu trop, etc. Et là, de ce point de vue-là, on ne peut pas dire qu'ici, voilà, les gens qui sont autour de cette table, si on peut dire, sont à court d'idées pour créer ces réseaux-là, pour mettre en ligne. Voilà, donc on a vraiment des outils aujourd'hui qu'il faut mettre à profit. C'est le moment. Voilà, c'est le moment de créer des choses. Et tout à l'heure, je commençais à dire effectivement toutes ces choses-là. Il ne faut pas être dans le pessimisme. On a fait récemment des ateliers sous un vocable qui s'appelle Arcité, avec la Cité des Arts de la Rue à Marseille, et avec la Fédération nationale association des CNAREP, donc des centres nationaux d'art dans l'espace public. On a fait des ateliers, donc il y avait un atelier sur le Covid, il y avait un atelier sur la Covid, sur différentes choses. Et je peux vous dire, voilà, l'objectif, c'était exactement comme ça, c'est-à-dire comment peut-on réinvestir l'espace public? Il s'agissait simplement de l'espace public entre élus, professionnels, artistes, programmateurs, programmatrices, etc. Et on est ressorti avec toute une série de solutions pratiques. Alors, Chloé, tu me disais des solutions. Oui, ben, il faut que les élus, il faut les mettre autour de la table et leur dire, voilà, messieurs, dames, voilà, on a des idées. Comment est-ce qu'on peut faire vivre cette ville, ce territoire? Comment est-ce qu'on peut lui donner voilà, une ambition nouvelle dans un contexte qui, on le sait, on sait qu'on va dans le mur, dans un contexte écologique, de biodiversité. Et quand on parle de diversité, effectivement, on ne perd rien quand on ajoute à la diversité, à la complexité. Au contraire, on s'enrichit. Donc, on a besoin de travailler les politiques, en particulier les politiques culturelles, mais d'une manière générale, les politiques publiques, d'une toute autre manière. Mais on le voit, et peut-être pour terminer sur ça, on voit des régions, on voit des départements, on voit des villes, on voit des villages qui prennent des initiatives complètement nouvelles qu'ils n'auraient jamais pris. On n'avait pas du tout d'argent public, on retrouve, il y a de l'argent public, voilà, pour faire un certain nombre de choses. Ben justement, exprimons-nous, essayons de travailler ensemble pour que ces choses-là, justement, garantissent quelle est la thématique, c'est-à-dire garantissent les droits culturels. Déjà, les droits des artistes, c'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, ben peut-être qu'il faut il faut que des lieux qui aujourd'hui ne sont pas référencés comme des lieux de résidence pour des musiciens, des danseurs, des plasticiens, eh bien, on puisse les ouvrir. Mais on ne va pas les ouvrir tout seul, il faut que ce soit dans un cadre réseau de politique intelligente qui marie initiatives régionales et nationales, parce que le ministère de la Culture et l'État, d'une manière générale, doit avoir cette responsabilité jusqu'au plus petit territoire, jusqu'au plus petit village, alors qu'aujourd'hui, il n'y est pas. Donc, on a vraiment, on est dans le début d'une construction et où on ne pourra pas se passer de ça pour essayer justement de créer ces alternatives. Et deux choses, je voudrais dire, la première chose, c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas de petite forme. On est habitué, bien sûr, dans notre pays à des grands festivals, etc. Je ne sais pas, je ne peux pas prédire l'avenir, mais je sais qu'il y aura très rapidement
Voilà, on retrouvera un certain nombre de choses, mais si on retrouve les mêmes choses, on n'avancera pas. Il faut qu'on trouve autre chose. Voilà, c'est ça la question. Et puis peut-être la dernière chose, c'est nous, on avait repris un slogan dans notre ville après les attentats, c'était « Il est urgent de rétablir l'état de fait ». Et je pense que la question aujourd'hui, c'est comment est-ce que préserver la diversité, mais aussi comment se retrouver ensemble dans des espaces publics, intérieurs, extérieurs, pour initier de nouveaux rapports et une société, je pense, plus humaine, parce que c'est ça dont on a besoin finalement. Merci Florian. Du coup, Alexis, je ne t'ai pas encore posé la question. Du coup, je te redonne la parole pour voilà, répondre à cette question comme tous les autres ont eu. Quel conseil tu donnerais à Richard Ferrand Non, mais moi, et à la maire de Paris? j'avais donné un petit peu un début de réponse en ce qui me concernait, mais non, c'est surtout le fait que oui, les initiatives, il y en aura toujours, mais si le cadre légal les réprime, ben, on ne pourra pas les faire et au final, ce sera de la clandestinité et en fait, ce n'est pas viable sur le long terme, sauf si ton art s'exprime dans la clandestinité, auquel cas, bon, ben, d'accord, c'est un choix et très bien. Mais si à chaque fois qu'une initiative est prise, elle est réprimée par la loi, finalement, eh ben, on ne pourra pas avancer. Donc, oui, des idées, il y en aura toujours. C'est même pas, enfin, l'inquiétude, elle n'est pas là, en fait. Je pense que c'est surtout derrière l'État et les décisions qui sont prises et qui nous sont imposées par la suite et qui font que, oui ou non, on peut continuer à s'exprimer et que la jeunesse peut continuer à faire la fête, etc. Quoi. Enfin, les initiatives, il y en aura toujours, c'est une certitude. L'humain crée en permanence. Par contre, si le champ des possibles est toujours restreint, c'est là où finalement, mais là peut-être que Christophe, qui est sociologue, on aura plus long à dire là-dessus, mais c'est là où, à un moment donné, peut-être que d'un truc qui peut être positif, eh ben, on va plutôt vers un affrontement duquel on va pas, des choses positives ne ressortiront pas finalement. Et c'est ce qui est dommage, quoi. Christophe, peut-être pour puis tu voulais soulever d'autres points ou réagir? Non, mais justement, merci Alexis. Non, j'avais envie justement de parler d'Obama qui avait été élu sur le slogan Yes, we can. C'est-à-dire, c'est la dimension émotionnelle du groupe humain et de la politique. Et je suis sensible à ce qu'a dit François en disant on a des vieux débats, des vieux démons. Et nous, je vous dis encore, hein, on avait organisé dès 2005 un peu une contestation organisée par rapport à l'état d'urgence et à des violences policières. Et donc, c'est vrai qu'on a devant nous une émotion dominante qui est celle de la peur, qui génère un tas d'effets pathogènes. Et je pense que tout simplement, le rôle des acteurs de la culture, c'est de travailler, enfin, de proposer, moi j'appelle ça un plan espoir, un plan hope, un plan où on a des émotions positives à proposer, à structurer. C'est votre job aussi, finalement, de provoquer du rire, du bien-être, de la joie, et donc négocier avec les autorités pour sortir de leur... bon, en ce moment, en plus, on a un ministre de l'Intérieur qui en rajoute sur le délire sécuritaire. Mais je pense que là, l'équipe gouvernementale, ils sont en train de se planter royalement là-dessus. Et peut-être que, en tout cas, je ne sais pas si on doit les soutenir, mais si on dialogue, ce sont quand même nos représentants. Je pense qu'on doit inciter à aller vers d'autres formes d'émotions, avoir un message d'espoir et structurer une dynamique d'espoir. Et je pense notamment à nommer les jeunes générations, encore une fois, parce qu'ils payent quand même un lourd tribut à tout ça, la créativité, l'émergence. Et donc, pour moi, c'est un petit peu la musique de fond, la tendance lourde qu'il faut proposer. On est prêt à dialoguer, on peut promouvoir des choses sur le numérique, on veut protéger la rencontre humaine, mais avec cette dimension d'émotion positive, quoi. Donc, moi, je mettrais ça dans le cadre d'un livre blanc en disant le rôle de la culture, c'est d'ouvrir de l'espoir et des émotions positives pour sortir de ces vieux démons de la peur et de la sécurité, quoi. J'oublierai pas non plus parmi les quelques idées qui sont importantes à mon avis dans le livre blanc, il y a aussi toute cette dimension de l'économie quand même.
on a assez peu parlé de l'économie de la nuit, mais ce qu'a dit Florian, c'est par exemple recenser tous ces lieux qui existent, ces structures qui peuvent faire en underground si elles le souhaitent, mais il y en a plein aussi qui aspirent à être reconnus et qui sont complètement sortis des radars. Hier, on en parlait avec les clubs culture, enfin, revoir un petit peu la façon dont on soutient économiquement les structures et être un petit peu plus équitable par rapport à ça. Bon, voilà un petit peu ce que je voulais rajouter. Merci Christophe. Sur la question économique, économie de la nuit, on l'a beaucoup abordé hier donc sur un webinaire relance économique versus injonction sanitaire. Et voilà, ça a été, c'est aussi là le retour de la profession. Donc je parle surtout des lieux, bars, restaurants, clubs. Là, le cri de la profession, c'est comment on va faire juste pour survivre avant de pouvoir se projeter sur même déjà refaire jouer des artistes dans les lieux. Est-ce que François ou Terence, vous souhaitez ajouter des choses à la discussion? Peut-être juste un truc, je ne sais pas comment sont formés les cabinets ministériels, le conseil et tout ça et tout, mais peut-être réinsuffler vraiment les sciences sociales là-dedans. Enfin, vraiment, je pense que c'est aussi les sciences sociales posent des cadres, ça permet d'avoir une vision sur le temps long, ça envisage des choses que l'immédiateté des certaines réponses qui sont souvent répressives n'ont pas. Et je pense que c'est un sacré manquement. Enfin, voilà. D'autres choses à ajouter Alexis, Florian, Terence, n'hésitez pas. Encore quelques Ce que je veux minutes. dire, c'est simplement par rapport à ce qui a été dit, c'est-à-dire, bien sûr, il y a une énergie qui est toujours là, les choses se font, etc. Mais sur la question de l'impossibilité à faire, il faut savoir que on se bat en tant qu'élu. C'est-à-dire aujourd'hui, bon, on n'a pas insisté, on n'a pas été très très loin dans cette dimension-là, mais nous, en tant que collectivité, on est aujourd'hui sous la vindicte du préfet. Donc, il y a un État qui est très autoritaire, c'est évident, qui, en cascade, a donné l'autorité au préfet d'interdire. Nous, on a, et on n'est pas les seuls, mais même les présidents de région. Enfin, vous avez certainement vu le président des régions de France, Renaud Muselier, qui défend une autre conception des choses. Donc, on n'est pas dans une frontière droite-gauche, on est dans autre chose. On est dans quelque chose aujourd'hui d'un gouvernement qui est autiste et qui navigue à vue et qui a mis depuis un certain temps les préfets, comme ça s'est fait à d'autres époques dans l'histoire, comme les garants de l'équité républicaine. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un débat, il y a un combat. C'est-à-dire que, par exemple, nous, enfin, je ne dis pas tous les jours, mais on doit présenter les pattes blanches pour les manifestations qu'on fait, mais on ne laisse pas faire les choses. Donc, que ce soit, par exemple, vous voyez, des choses aussi simples, il y a une pétition sur les sorties dans les cinémas pour les jeunes. Est-ce que ça fait partie des éléments essentiels ou pas? On nous dit non. Donc, il y a vraiment un débat de société sur qu'est-ce que ça veut dire que l'école d'aujourd'hui. Vous voyez, donc, nous, on défend et le préfet, lui, sur cette question-là, bah, effectivement, il retraduit une position gouvernementale qui est une position politique qui est très abrupte, très carrée. Et je pense que voilà, c'est là où la question politique elle intervient. Il faut qu'on se batte effectivement ensemble, mais pas séparément. C'est-à-dire ensemble, c'est là aussi on fait ensemble, mais il faut se battre ensemble sur effectivement qu'est-ce qu'on veut, comment on veut que les choses elles se fassent. Et puis effectivement, ce que tu disais, tu as raison. Est-ce qu'on va continuer à avoir de faire des choses d'une manière underground? Non, mais il y a beaucoup d'élus aujourd'hui, vous le savez, il y a des choses qui changent, mais il faut s'appuyer là-dessus pour ensuite construire et faire reconnaître le bien fondé à ce qu'il y a, effectivement, à faire en sorte de protéger des espaces qui sont des espaces de précarité artistique ou des espaces différents, etc. Effectivement, on est dans un espace, vous le savez, en France, qui est très labellisé, qui est très hermétique. Et il faut qu'on construise une autre dimension
de la culture qui est beaucoup plus, je dirais, allez, je vais le dire, populaire, plus proche du terrain. Et c'est vrai que ce qui se passe au niveau des territoires, au plus près des territoires, avec les collectivités, je crois que c'est, voilà, on le dit aujourd'hui, c'est dans les territoires de proximité qu'on va créer. On va se donner la possibilité de créer des choses nouvelles, voilà, de ne rien s'interdire. Et donc, il faut effectivement, moi, ce que j'ai à dire à Ferrand, etc., bon, je sais ce que j'ai à dire, mais ce que j'ai à dire en tant que moi qu'élu et engagé dans cette fédération, c'est les élus, les artistes, allez-y dans votre territoire. Voilà, soyez innovants, faites des choses. Voilà, c'est ça la question qu'il faut qu'on arrive enfin, c'est ce à quoi, à mon avis, on doit s'employer. Plutôt que, bon, alors combattre, bien sûr, ce qui se passe au niveau gouvernemental, d'accord, mais ne perdons pas non plus notre temps, essayons de construire ce qui se passe, parce que ce qui se passe, eh bien, ça rassemble beaucoup de monde et ça peut être aussi émergent d'une autre manière de voir les choses. Merci Florian. Peut-être un mot de conclusion, sauf s'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir. Parce que je tiens un mot là que j'ai bien aimé de Christophe Moreau, c'est le plan Hope. Sur ce que tu évoquais tout à l'heure sur Obama. Et je pense que de toute façon, là, nous, et c'est pour l'instant là, une des premières leçons qu'on tire donc, de ces états généraux du droit à la fête et de toutes les personnes qui regardent tous les jours et tous les soirs, que voilà, il faut qu'on aille là-dedans vers cette construction d'un plan, qu'on le fasse de manière collective et notamment avec l'ensemble des acteurs voilà, culturels, festifs et pouvoir public. Et donc, du coup, avec le sur Barbare, une idée qui a émergé donc, dans les débats depuis 2 jours, c'est la question, la mise en place d'un parlement de la nuit qu'on pourrait proposer donc, bon, à Richard Ferrand, mais même au-delà de ça, le mettre en place pour avoir, on le voit bien là, et donc ces états généraux, je le disais en introduction, c'est un espace d'échange hors norme, et les gens participent, les gens donnent des préconisations, et donc il faut qu'après on arrive aussi à traduire ça au-delà du numérique, mais aussi en forme concrète, et que ça ait un réel poids sur les gouvernants et sur la mise en place de politiques publiques. Donc on va porter cette idée du Parlement qui sera existe aussi en France, et donc Christophe en fait partie, donc la plateforme nationale de la vie nocturne. Il y a plein de démarches de vie nocturne qui se sont engagées sur les territoires, notamment la mise en place de conseils de la nuit. Et donc notre idée, ça serait un peu voilà, de compiler tout ça et d'en faire un Parlement de la nuit. Avec le collectif Culture Barbare, il y a déjà plusieurs années de ça, on avait mis en place les élections des maires de nuit. Et donc, il y avait eu plusieurs maires de nuit à Paris, Nantes, Toulouse, Lille. Et ce qui a fait derrière, en tout cas, une prise de maires de nuit, bon, ça, qui sont restés plusieurs mois en activité, élus par les clients des bistrots. Et ce qui a été intéressant derrière, c'est que ça a fait évoluer les politiques, ça a fait évoluer des élus qui ont enclenché derrière des politiques publiques de vie nocturne. Donc, on s'est dit là, il faut qu'à l'issue de tout ce qui a pu être dit dans les échanges, il faut aussi qu'on transforme l'essai, il faut qu'on installe donc des plateformes, et du coup présentielles, des interfaces puissent continuer à apporter un discours et que ça pèse ensuite sur les politiques publiques. Donc, on lancera cette idée et en tout cas, j'espère que vous la soutiendrez et qu'elle sera reprise. Voilà, écoutez, merci beaucoup de votre participation et bonne soirée. Et à bientôt, j'espère, en vrai, dans un bar, dans un théâtre ou dans un club. C'était un honneur de vous rencontrer, en tout cas, tous les 5. Merci. C'est réciproque. Pareil, et réciproque. À bientôt. Bon courage.